Bonjour, merci de vous être connecté à ce nouveau webinaire, cette fois-ci consacré à la procédure civile. En notre présence, monsieur le premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris, monsieur Fabrice Vert, que tout le monde connaît. À mes côtés, Élodie Kerr, présidente de la Commission nationale droit de la famille de la CE, candidate à l'élection du Conseil national des barreaux, et moi-même président de la CE sur le plan national. Pourquoi ce webinaire? Parce que nous connaissons une énième réforme de procédure civile. En l'espace de 15 ans, je crois qu'on a pu en connaître une trentaine. Nous sommes habitués à avoir systématiquement des refontes du Code de procédure civile avec un souci affiché depuis 15 ans qui est le but que nous rappelait M. Magendie, la célérité et l'efficacité. Alors, est-ce que nous y sommes parvenus? À vrai dire, le résultat n'est pas forcément à la hauteur des espérances escomptées. On se rappelle d'un décret qui a refondu de manière extrêmement importante la procédure civile, et c'est le décret du 11 décembre 2019, pour lequel la profession, via le CNB, via les syndicats, a engagé un recours devant le Conseil d'État, tant la refonte avait été impréparée car trop rapide dans le temps sur le plan des dispositions techniques et de la cohérence au niveau des textes et des modifications apportées au Code de procédure civile, mais surtout par un délai de mise en vigueur qui était extrêmement court, puisque nous avons eu à peine un peu moins de 20 jours pour modifier tous les actes de procédure, nous préparer à des changements radicaux. Je vous passe l'adaptation nécessaire aux nouvelles règles en matière de représentation obligatoire qui s'appliquaient à des procédures orales, aux problèmes posés en matière de constitution, aux problèmes en matière de délai, à l'exécution provisoire de droit, etc., etc. À telle enseigne que le Conseil d'État, même si on a pu dire que sa décision du 22 septembre 2022 n'a fait que pour celles et ceux qui ont engagé ces recours que d'accoucher d'une souris parce qu'une très faible quantité de dispositions du décret ont été annulées, il faut bien avoir à l'esprit que la procédure devant le Conseil d'État a duré pratiquement 3 ans et qu'entre-temps, avant qu'il rende sa décision, les pouvoirs publics se sont empressés de régulariser de multiples décrets pour corriger les erreurs du décret initial. La Cour des comptes, en 2021, a régularisé une note à la demande du président de la République intitulée « Améliorer la gestion du service public de la justice ». Et cette note est importante et malheureusement n'a pas été vraiment suivie des faits car elle prônait une analyse des risques et surtout des constats raisonnés sur l'ensemble du territoire français afin que l'on puisse s'adapter de part et d'autre et à ce que notre procédure civile réponde enfin aux vrais besoins du justiciable et en fonction des différents secteurs qui le concernent sur le territoire national. Alors, disposons-nous de constats raisonnés pour affecter les ressources en fonction des réels besoins? La question reste toujours d'actualité. Nous n'avons pas eu la réponse. Et puis, se pose l'autre question, est-ce que la réponse aux besoins du justiciable est la nécessaire prolifération des réformes de procédure civile? Assurément non. Assurément non, à telle enseigne que l'inspection générale de la justice a démenti cette politique qui n'a que trop duré inutilement. Je parle de la politique des réformes constantes, de leur multiplication. Et je cite, en 2018 déjà, donc vous imaginez maintenant, le délai moyen du traitement des affaires en cours d'appel n'a cessé de croître au cours de la période 2009 à 2018, 14,9 mois en 2018 en moyenne. Les réformes procédurales ne peuvent être conçues, je continue de citer, comme une variable d'ajustement pour absorber le flux des demandes et renforcer l'efficience des juridictions. Je dois cependant saluer notre garde des Sceaux, parce que le travail n'est pas facile. 30 ans d'absence concernant les moyens alloués à la justice ne peuvent se rattraper en une seule fois.
Et je salue sa volonté d'abonder vers un budget conséquent, mais évidemment pas à la hauteur de ces 30 ans de carence, pour que la justice puisse fonctionner un petit peu mieux. 1500 magistrats complémentaires sont affectés, du personnel. Vous avez eu une réforme aussi sur la magistrature, sur les conditions d'accès, sur les passerelles, mais c'est pas suffisant. Alors, comme ce n'est pas suffisant, la profession, notamment la CE, a soutenu un effort, non pas pour compliquer la procédure civile, mais pour la simplifier, mais par des bonnes choses. Je pense notamment à des bonnes choses comme le vrai travail d'une mise en état intellectuelle effective devant le tribunal judiciaire. Et puis, pourquoi pas devant le tribunal de commerce, quand bien même la procédure serait orale, c'est-à-dire des échanges constructifs et non pas purement électroniques avec des audiences de procédure qui sont purement formelles, des vrais échanges qui permettent d'aboutir à la fin à une audience qui sera vraiment consacrée à l'essentiel des problématiques du dossier, l'interactivité, la compréhension et un rapport digne de ce nom des magistrats qui auront pu travailler de concert avec les professionnels du droit que sont les avocats. Eh bien, cela, nous n'avons pas eu de réforme depuis, alors que nous l'avions demandé dans le cadre des États généraux de la justice. Nous avions aussi demandé que les délais couperets en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire cessent. Ils n'ont servi à rien, si ce n'est d'augmenter la responsabilité des confrères, mais ça, à la rigueur, ce n'est pas la préoccupation du pouvoir public, mais d'augmenter sensiblement les délais parce que les incidents se sont multipliés devant les conseillers de la mise en état et les justiciables du fond de son problème. Et ça les a, pour bon nombre de dossiers, empêchés de voir la réalité tranchée alors qu'ils l'attendaient depuis de trop nombreux mois, voire parfois de nombreuses années. Vous avez des traitements devant certaines juridictions où vous voyez que vous avez une clôture d'instruction civile qui est prononcée avec une fixation d'audience à 1 an ou 2 ans. Comment l'expliquer à nos clients? Si ce n'est par, encore une fois, une absence de moyens, et c'est la réalité. Vient se greffer à cela une nouvelle réforme qui est issue de la nouvelle loi de programmation de la justice. C'est le décret 2023-686 du 29 juillet 2023 qui va mettre en avant l'amiable. Ils étaient déjà, les modes alternatifs, mis sur la scène en avant parce que c'est un moyen qui nous permet, entre parties, en présence de professionnels, en présence de tiers, de comprendre les intérêts des autres, des uns et des autres, et surtout de comprendre ce qui est voulu. Et pas forcément qu'avec le droit. De comprendre humainement le dossier, les attentes du justiciable. Si nous sommes favorables évidemment à une politique de l'amiable, l'amiable ne pourra pas remplacer toutefois le contentieux quand les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord ou quand certaines vont imposer par leur puissance économique des lenteurs processuelles pour générer des coûts au détriment de justiciables qui n'ont pas forcément les moyens de suivre et qui ne sont pas par ailleurs éligibles à l'aide juridictionnelle. Une réforme qui va poser 2 institutions nouvelles en procédure civile française. C'est énorme. L'audience de règlement amiable. C'est une procédure qui va s'appliquer à la procédure écrite ordinaire et à la procédure de référé devant le tribunal judiciaire. Le juge peut décider d'office, après avoir recueilli l'avis, je dis bien l'avis, pas l'accord, des parties, que ces dernières seront convoquées à une audience de règlement amiable qui sera tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Et le but va être de permettre de trouver un arrangement avec, au-delà de ce que l'on peut rencontrer en médiation, une vraie recherche de compréhension du dossier à la fois sur les attentes des parties, mais aussi sur les points de droit qui sont soumis, puisque le juge pourra examiner les écritures des uns et des autres. La deuxième grande nouveauté, c'est la césure du procès civil. C'est quoi la césure? Comme son nom l'indique, ça va être couper l'instance en deux. Couper l'instance en deux en choisissant le point nodal du dossier, donc la problématique majeure, pour qu'elle puisse être tranchée dans un premier temps et favoriser dans un second temps
les parties à trouver un terrain d'entente. Grosso modo, pour comprendre concrètement, pour asseoir une demande de dommages-intérêts, il va falloir d'abord statuer sur l'existence ou non d'une responsabilité. Tranchons ce point majeur d'abord et ensuite nous verrons sur la réparation, une fois que ce sera tranché, si les parties ne peuvent pas se mettre d'accord ou si on va reprendre l'instance. C'est un processus qui a soulevé des problématiques certaines sur le plan technique, parce que vous vous rappelez les jurisprudences de la Cour de cassation et des juridictions de fond, notamment la Cour d'appel, qui nous indiquaient que les fameux dires et jugés dans les dispositifs ne constituaient pas des prétentions, mais des moyens au soutien de prétention qu'on ne voulait plus voir dans le dispositif des écritures. Pour autant, ces fameux dires et jugés demandaient à ce qu'une responsabilité soit tranchée ou parfois demandaient par ailleurs que le point vraiment nodal du dossier avant les demandes de condamnation soit examiné et tranché. La Cour de cassation est revenue par un arrêt récent en 2023 pour dire que finalement les dires et jugés pouvaient, notamment dans l'exemple de cet arrêt sur les demandes de fin de non-recevoir et d'irrecevabilité, constituer de réelles prétentions. Alors je vais vous dire, nous professionnels du droit, les frontières sont de plus en plus obscures et nous y perdons notre latin. Je pense que les magistrats aussi, et ce serait bien que les choses soient clarifiées. Soient clarifiées pour une question de clarté. D'autant qu'avec cette réforme sur la césure du procès civil, il va falloir être clair dans les dispositifs de manière à savoir quoi demander pour obtenir une césure. Là, cette fois-ci, la césure ne pourra être prononcée que si les parties, via leurs avocats, le demandent expressément par l'intermédiaire d'un instrumentum qui est l'acte d'avocat. Donc là, ça ne sera pas imposé. Ça voudra dire que les avocats prendront une responsabilité qui est celle de connaître le point essentiel du dossier pour le faire avancer et s'ils décident de le faire avec l'accord de leurs clients, de faire gagner du temps. Et en cela, je pense que ce processus est très positif parce qu'il appelle à une responsabilisation des professionnels du droit. Quand j'entends responsabilisation, c'est au sens éthique du terme et non pas au sens responsabilité, parce qu'on a commis une ânerie dans l'acte que l'on rédige. Je ne vais pas en dire plus parce que nous attendons avec impatience, cette réforme est entrée en vigueur le 1er novembre, c'est très très récent, mais est-ce que par rapport à ce qui était escompté, l'audience de règlement amiable a connu ses premières expériences? Est-ce que la césure a déjà été rencontrée au tribunal judiciaire de Paris? Et si ce n'est pas le cas, comment, monsieur le premier vice-président, vous envisagez tout ça? Et comment vous pouvez nous convaincre que l'amiable, faute d'avoir les moyens suffisants sur le reste, va nous permettre d'avancer sensiblement dans l'intérêt du justiciable? Je vous laisse la parole. Donc, c'est à mon tour de prendre la parole, cher maître? Tout à fait, tout à fait. Bien, combien me donnez-vous de temps? Eh bien, écoutez, une bonne dizaine de minutes. Une bonne dizaine, donc n'hésitez pas à m'interrompre comme je le fais moi aux audiences si j'excède le temps qui m'est imparti parce que parfois on peut être un peu trop long. Alors, je partage beaucoup de choses de ce que vous venez de dire, notamment sur les réformes incessantes depuis des années, sur la procédure notamment. Alors, j'ai participé à de nombreux travaux du premier président Magendie, dont j'ai eu l'honneur d'être le chargé de mission, sur les nombreuses réformes, célérité et qualité de la justice, première instance, appel, médiation, conciliation. Alors, le problème de parfois ces rapports, c'est qu'ils ont une logique globale et en fait, suite à tout un tas de concertations, on n'en retient que quelques éléments sans, donner les moyens ou aller jusqu'à la fin de la logique. Donc, du coup, ce sont des réformes, effectivement, qui sont parfois parcellaires, dont on ne comprend pas trop, la finalité et qui sont parfois bien compliquées à mettre en œuvre si les moyens ne suivent pas. Donc, tout le monde est bien d'accord pour dire que la justice était pendant des années, des décennies, n'a pas eu du tout le budget et l'attention qui sont pourtant nécessaires à cette fonction qui devient essentielle. On oublie souvent qu'on a de plus en plus de pouvoir. On parle souvent du gouvernement des juges pour de fausses raisons. Mais le juge que nous sommes, nous avons de plus en plus de pouvoir actuellement, notamment par le contrôle de proportionnalité qui nous a donné quand même un pouvoir immense. Je pense aujourd'hui à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans un certain domaine
donc avec le dialogue des juges qui simplifie, qu'il faudrait peut-être d'ailleurs organiser un peu mieux, mais il y a beaucoup de choses qui se font actuellement, c'est-à-dire qu'il y a les sources du droit qui sont en train également de changer dans ce qu'on appelle l'écosystémique. Donc nous sommes à mon avis à un moment clé de l'histoire judiciaire avec peut-être l'utilisation prochaine de l'intelligence artificielle générative. Il y a eu un colloque là, organisé à la Legal Tech là, par le barreau de Paris. Donc nous sommes à un moment, à mon avis, clé de l'avenir de l'instance judiciaire. Alors c'est vrai qu'il faut bien reconnaître qu'il y a une loi de programmation de la justice du 20 novembre qui a été publiée, je crois, il y a 3 jours au JO, qui quand même nous donne des moyens supplémentaires, mais on part de tellement bas. Mais comment va-t-on les utiliser? C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un problème de budget, il y a évidemment un problème de moyens, mais il y a aussi un problème d'organisation. Alors, moi qui suis un vieux juge civiliste, 33 ans de carrière et commercialiste, puisque j'ai été aussi pendant des années dans une chambre commerciale de la Cour d'appel de Paris, il y a aussi un problème, par exemple, de spécialisation des juges. Chez nous, il y a un problème de carrière, de DRH. Alors souvent, le gros problème aussi du monde judiciaire, c'est qu'il n'y a pas de famille judiciaire en France, on le sait très bien, ou en tout cas une famille qui est très morcelée et qui se réunit pas bien souvent, notamment dans ces nouveaux palais de justice qui sont devenus des bunkers et on ne se voit plus. À une époque, on se voyait quand même à la buvette du palais, dans l'ancien palais ou dans d'autres endroits. Maintenant, on se voit de moins en moins. Et en réalité, donc chacun connaît ses propres difficultés, mais souvent ne connaît pas celles de l'autre. Souvent, les avocats ne savent pas comment on travaille et nous, on ne sait pas comment vous travaillez. Alors qu'on voit par exemple que l'interface du RPVA, nous n'avons pas la même interface, il y a quand même un gros problème de communication. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut, à mon avis, aussi revoir toute l'organisation. Alors moi, je suis pour une refondation complète de l'institution judiciaire. Je ne vais pas vous dire ce que j'aimerais, mais effectivement, accumuler des procédures les unes après les autres sans avoir une vision globale sur ce qu'on veut comme rôle du juge, etc., fait que ces réformes commencent souvent nous asphyxient et que nous avons beaucoup de mal à les mettre en œuvre et que parfois on n'en comprend pas trop la logique. Mais enfin, bon, là, je crois que en ce qui me concerne, l'objet de ce webinaire, c'est plus centré sur les modes amiables. Alors, c'est vrai que sur les modes amiables, je suis tombé dedans grâce à un avocat ou à cause d'un avocat, selon qu'on soit favorable ou pas à leur développement il y a 33 ans, et que j'ignorais complètement et que j'ai découvert sur le terrain. Et que j'ai trouvé quand même que cette façon un peu plus humaine, parce que je faisais moi des conciliations moi-même dans mon premier poste, de rencontrer les parties, discuter avec les avocats, c'était pas si mal que ça. Et quand on faisait des transports sur les lieux, dans 90% des cas, on avait un accord. Mais effectivement, c'est chronophage. Ça prend du temps. Alors peut-être que ça peut prendre du temps, mais si ça permet d'éviter, si par exemple je faisais ça en référé dans certains dossiers et que ça évite après des années de procédure, en fait, peut-être que ce serait peut-être du gain du temps, en tout cas pour le justiciable, mais aussi pour l'institution judiciaire. D'ailleurs, il y a une étude du Parlement européen qui a été faite il y a quelques années qui nous dit que le coût en Europe, dans le pays de l'Union, le coût moyen d'un procès, c'est 10 500 € et que le coût moyen d'une médiation, c'est 2 500 € et qu'à partir d'un taux d'accord de 25%, tout le monde s'y retrouve en moyenne, évidemment, aussi bien l'État, d'ailleurs pour une question d'économie de l'État, mais également pour les parties. Donc, je suis profondément convaincu que cet amiable est une excellente chose et que ce n'est pas du tout suffisamment développé en France. Quand on sait que seulement 1% des affaires au niveau des tribunaux se résolvent par une médiation, dans certains pays c'est jusqu'à 80%, voire 90%, et le dernier sondage OpinionWay du CNB nous disait que 58% des avocats, c'est sûrement ceux que je ne côtoie pas, ne proposent jamais ou rarement un mode alternatif de règlement des conflits. Donc je pense que l'institution judiciaire et que les acteurs judiciaires n'ont pas été formés. Moi-même d'ailleurs, quand j'ai commencé, quand l'avocat m'a saisi d'une tentative préalable de conciliation, puisque c'est lui qui m'a mis dans le main de l'amiable, je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire conciliée? C'est pas mon travail. Mon travail c'est de trancher un litige sur des positions juridiques. C'est ce qu'on m'a appris à l'université, à l'ENM. Donc c'est vrai que c'est une façon complètement différente quand même d'appréhender le litige qui s'apprend. Donc ça doit commencer quand même par l'université. Et le garde des Sceaux, lors de la visite des ambassadeurs de l'amiable à Paris, dont je faisais partie, a d'ailleurs annoncé dans la nouvelle salle de mesures que dès l'université, on devait, alors ça commence à se faire quand même, moi qui donne des cours à l'UFB, on commence à former les étudiants en droit sur les modes amiables. Mais c'est tout récent. Parce qu'il y a une très grande méconnaissance encore, aussi bien des jeunes juges que des jeunes avocats, des modes amiables, même si des efforts sont faits récemment, je dois le reconnaître, aussi bien à l'ENM que dans les écoles de formation du barreau. Alors,
Que s'est-il passé dans l'institution judiciaire? C'est que pendant des années, alors ceux qui étaient favorables au mode amiable allaient faire des petits séjours au Québec, s'entendaient avec les avocats du coin, des associations de médiateurs, et développaient dans leur juridiction une expérience de médiation qui s'effondrait dès que les avocats en question partaient à la retraite ou dès lors que les juges étaient mutés. Donc en réalité, cette amiable dans les juridictions, c'était une construction prétorienne au tout début, d'ailleurs avant la loi de 95, mais même après la loi de 95, c'était selon l'humeur ou l'envie de certains qui ça se développait. Alors, ce qui va complètement à l'encontre d'un principe fondamental, qui est le principe d'égalité de traitement du justiciable devant le service public de la justice. Comme le disait Madame Arens, il n'est pas normal qu'il y ait des offres de médiation et de conciliation dans un tribunal et pas dans un autre. Normalement, nos concitoyens qui plébiscitent à 90% le développement de la médiation et de la conciliation, selon un sondage de la Commission des lois du Sénat d'il y a 2 ans. Donc, il faut absolument... Ce qui manquait, c'était quoi? Une politique nationale. Alors, il est vrai qu'un vendredi 13, ça porte malheur ou bonheur selon ses convictions, notre garde des Sceaux a décidé de lancer une politique nationale de la médiation. C'est quoi une politique? C'est objectif, moyen et évaluation. Jusqu'à présent, il n'y avait aucun de ces 3 éléments sur l'amiable, puisque les objectifs, il n'y en avait aucun. Les moyens, il suffit de regarder, même encore, j'ai regardé la loi de finances là. Sur les moyens pour l'amiable, c'est pas encore hyper développé, et sur l'évaluation, les outils statistiques sont pas du tout adaptés pour évaluer. Alors qu'au Conseil d'État, le vice-président du Conseil d'État a déjà fixé des objectifs chiffrés aux juridictions administratives. Mais évidemment, eux, ils ont une organisation qui n'est pas tout à fait la même que la nôtre. Donc, qu'a décidé le garde des Sceaux pour lancer cette politique nationale de l'amiable? Il a créé donc un Conseil national de la médiation pour ce qu'on réclamait, les pionniers de la médiation depuis des années. Nous avons obtenu enfin la création de ce conseil qui aura déjà pour objet de faire un état des lieux de ce qui se passe, de capitaliser les acquis et de former des propositions au pouvoir public pour qu'il donne du contenu véritable à cette politique avec des objectifs clairs, des moyens, etc. Alors, ce qui va être fait d'ailleurs, il suffit de lire la loi du 20 novembre 2023, il y a tout dans le rapport qui est annexé, tout un paragraphe sur la politique de l'amiable. Donc, ce qui est prévu, c'est faire un seul livre de l'amiable. Nous qui sommes des juristes, on sait très bien que les textes sur l'amiable, il y en a partout. Chaque nouvelle loi comporte un nouveau volet sur l'amiable. Il y a des choses qui sont parfois contradictoires, donc il est absolument nécessaire de harmoniser et de faire un seul livre de l'amiable. Par exemple, sur l'homologation de l'accord obtenu suite à une médiation, selon qu'on est en médiation conventionnelle, en judiciaire, si c'est une conciliation, c'est pas la même chose. Il y a de quoi s'y perdre, il faut bien reconnaître. Donc, il va y avoir normalement, et c'est prévu dans la loi de programmation de la justice, une homogénéisation de tout le dispositif législatif. Et il manque certaines choses. Moi, je pense fondamentalement ce qui manque, pour moi, une des choses les plus importantes, on a obtenu beaucoup de choses quand même récemment, c'est notamment pour tout ce qui est mesure d'instruction in futurum. Souvent, quand je tiens mes audiences d'expertise référée, dans 80% des cas, tout le monde est d'accord pour la mesure d'expertise. Je sers à quoi? Pas grand-chose. Donc, beaucoup pourrait se faire par acte contresigné par avocat, sachant que ça a la même valeur qu'une expertise judiciaire, qu'on peut choisir son expert, choisir la mission de l'expert, ça coûte beaucoup moins cher, etc. Le problème, c'est s'il y a un incident. Par exemple, si on veut attraire dans cette expertise son assureur qui n'a pas du tout envie d'y venir, ou s'il y a un incident, comment le régler? Donc moi, je pense qu'il faudra absolument créer, par contre, là, je suis pour un peu, quand on harmonisera tous les textes, un juge de l'expertise amiable pour que dans ce cas-là, on puisse effectivement trancher la difficulté. Et je pense que si on commence à se mettre d'accord, alors qu'on n'est pas d'accord sur le fond, on a le droit, il n'y a aucun problème, mais tout le monde est d'accord pour qu'il y ait une expertise, tout le monde a intérêt à choisir le meilleur expert, celui qui est disponible, alors sauf celui qui voudrait que l'expertise se passe mal. Enfin, c'est quand même dans la plupart des cas, tout le monde a intérêt à ce que l'expertise soit faite le mieux possible. Donc là, je pense qu'ensuite, un cercle vertueux pourrait s'installer et que l'amiable pourrait, après, sur le fond, avoir plus de succès. D'ailleurs, je le vois, moi, je leur donne souvent maintenant des expertises en mettant à côté une injonction de rencontrer un médiateur.
Et ça donne d'excellents résultats, puisque soit on va voir le médiateur avant l'expertise, donc on ne commence même pas l'expertise, soit après les premières constatations de l'expert, bon, on sait d'où vient le désordre, mais on est tous d'accord pour le réparer le plus vite possible et trouver une solution, donc ça évitera que l'expertise continue, coûte cher et un procès, donc, ou l'utiliser après le rapport, donc ça c'est en fait au choix des parties, et ça donne d'excellents résultats. Donc, il faut absolument donc quand même revoir certains textes, tout n'est pas encore suffisant. Sur les nouveaux dispositifs, donc puisqu'on parle de l'ARA et de la césure, donc qu'a très bien décrit le président Raskin. Alors, c'est quoi l'ARA? L'ARA, c'est la renaissance en réalité d'un vieux principe directeur du procès, article 21 du Code de procédure civile. Il entre dans la mission du juge de concilier, qui n'a pas été mise en œuvre. Pour quelle raison? Alors, ce n'est pas moi qui parle, c'est quelqu'un pour qui j'ai le plus grand respect, le premier président Drey, qui est d'ailleurs le père de beaucoup de choses que je continue à faire moi à Paris, que ce soit les référés et la médiation, qui disait c'est sûrement à cause d'un excès de juridisme. C'est-à-dire qu'effectivement, le juriste, en tout cas français, tel qu'on nous a formaté, on n'était quand même pas trop dans l'amiable et dans cette façon de concevoir le procès de manière un peu différente, c'est-à-dire on se centre sur les intérêts et les besoins et non plus sur les positions juridiques, qui a raison, qui a tort. Et ça, c'est quand même un exercice qui s'apprend. Et pour quelles raisons non plus ça ne s'est pas développé? C'est-à-dire que l'institution judiciaire n'a pas non plus proposé et donné les moyens de le faire. Quand vous êtes à une audience avec 43 dossiers, évidemment, quand vous avez 3 dossiers à l'audience, je reçois souvent des magistrats étrangers. Notamment, j'ai reçu des juges allemands ou des juges québécois. Quand ils voient le nombre de dossiers, moi, quand en référé droit commun à Paris, j'ai 43 affaires hors expertise, 43 affaires à traiter. Comment voulez-vous qu'on remplisse notre rôle de juge qui concilie? On est un petit peu, c'est un peu compliqué. Donc, ça n'a pas pu être mis en œuvre parce que les juges n'avaient pas la formation qu'il leur fallait. Premièrement, ça s'apprend. Ensuite, pas d'objectif. C'était pas du tenu compte dans notre évaluation. C'est-à-dire que moi, qui faisais de la médiation depuis longtemps, qu'en effet, dans une chambre commerciale très importante de la Cour d'appel de Paris, ça marchait très bien. Du jour au lendemain, on m'a interdit de proposer la médiation parce que ce n'était pas bon pour les statistiques. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de valorisation du rôle du juge dans l'amiable. J'espère que ça va changer, c'est-à-dire qu'il faut avoir des statistiques à part. Et donc, cet ARA, au début, je me disais, bon, qu'est-ce que ça va changer par rapport au juge qui concilie? Alors, ça va quand même changer une chose, c'est-à-dire que le juge qui va faire l'audience de règlement amiable, ce ne sera pas celui qui statuera après. Et il est vrai qu'il y a eu une première expérience très importante de juge qui concilie, c'était le juge Robert Knight, en Californie, où il y a une tentative préalable de conciliation qui ne marchait pas mieux qu'en France à l'époque. Et quand il est arrivé à la retraite, il a dit à ses collègues, écoutez, au lieu que ce soit vous qui fassiez cette tentative de conciliation préalable obligatoire, je vais le faire moi-même. Le fait déjà que ce soit le juge qui ne statue pas, qui fasse la conciliation, il y a eu beaucoup plus de réussite parce qu'en réalité, ce qu'on dit, c'est que les gens vont plus se livrer, vont plus, dire des choses lors de la conciliation devant un juge qui ne va pas statuer. Parce que quand on sait que le juge va statuer après qu'il vous ait entendu dans le cadre d'une conciliation, on peut légitimement penser que les parties vont faire attention à ce qu'elles disent, vont peut-être pas tout dire les vrais problèmes de peur que ça se retourne contre elles lorsque le juge statuera en droit. Et ensuite, le juge Robert Knight a appliqué les techniques de la négociation raisonnée de Dourry et Fisher qui avait été développée à Harvard. Et là, avec cette formation, le taux de réussite a été beaucoup plus important. Donc moi, je pense que l'ARA peut donner du résultat, mais dans quel cas? Alors d'abord, il faut des juges formés. Alors l'ENM s'y met. Il y a des propositions, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de juges encore. Au Québec, la moitié des juges sont formés à la médiation. En France, donc il faut commencer par une formation. Parce que si on met des juges non formés, c'est comme au début qu'on a mis des médiateurs non formés lors des premières expériences de médiation. Beaucoup d'avocats m'ont dit, bon, j'ai eu un médiateur qui n'était pas du tout formé, j'ai pas envie de le revoir parce que la médiation, ça n'est pas bien passé. Donc, il faut commencer d'abord à faire cette expérience par une formation des juges. Alors évidemment, il faut que les avocats aussi se forment. Si les avocats ne se forment pas, ça ne sert à rien. Tout ça doit se faire évidemment en harmonie avec les avocats. Et ensuite, il y a un régime juridique qui est prévu. Parce que souvent, on ne savait pas trop quel était le régime juridique à appliquer à la conciliation par le juge. Est-ce que c'était en audience publique, en chambre du conseil? Est-ce qu'on applique le principe du contradictoire ou pas? Au moins, dans l'ARA, le régime juridique est ficelé. Le principe de confidentialité s'applique. Le juge peut faire des apartés, parce que tous ceux qui connaissent un peu la médiation savent très bien que l'une des grandes réussites de la médiation, c'est l'aparté. D'ailleurs, il y a des médiations qui se font
qui se font parfois qu'en go-between. J'en viens d'en faire une très importante dans une énorme affaire. Elle s'est faite pratiquement que par go-between. Donc, la médiation, ça doit être souple, etc. Mais après, il y a le problème du temps. C'était évidemment, pour faire ça, il faut avoir le temps. Donc, à Paris, ce qu'a décidé le président Noël, il a d'abord demandé quels étaient les juges qui souhaitaient donc faire de l'ARA. On organise actuellement quelques formations pour que ces juges-là connaissent un peu les techniques de la médiation, de la conciliation. Mais ça ne va pas être vu le nombre d'affaires, on a 1,3 million, je crois, d'affaires nouvelles en France par an. Donc, j'ai beaucoup de médiateurs ou de conciliateurs qui ont peur de la concurrence. Non, rassurez-vous, la concurrence, ce n'est pas pour demain, hein, vu le nombre d'affaires qu'on a à traiter. Par contre, la question qui se pose, alors c'est vrai que moi, j'ai beaucoup milité pour que le juge puisse faire d'office l'ARA. Et je suis ravi de voir que dans le projet final, c'est ce qui a été retenu, alors que ce n'était pas du tout dans l'avant-projet. Mais il est bien évident que dans les premières ARA, en tout cas que moi je le ferai avec les avocats. C'est-à-dire qu'au tout début, pour voir d'abord quel dossier s'y prête. Ça m'est arrivé dans une affaire, il n'y a pas très longtemps, où j'avais ordonné une médiation dans une affaire très importante, c'était en matière de plateforme numérique, où la médiation avait duré 7 mois. Et on n'est pas arrivé à l'accord. Alors, la médiation, ça sert toujours à quelque chose parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été dites pendant cette médiation. Mais l'accord final, ils n'y arrivaient pas. Et c'est vrai que les avocats étaient venus me voir en me disant, est-ce que vous, par contre, on pense que si vous interveniez à ce stade de la négociation, eh bien, il y aurait une grande chance que ça puisse se faire. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas fait parce qu'à l'époque, l'ARA n'existait pas. Et bon, si je commençais à faire la conciliation, est-ce qu'après, je pourrais juger, puisque pour l'instant, rien ne l'interdit dans le texte de droit positif, donc il aurait fallu que je trouve un autre juge qui prendrait l'affaire, c'était un peu compliqué. Mais je pense que dans certaines affaires, c'est le fait que ce soit un juge avec sa casquette de juge, par exemple, si c'est un vieux juge de la construction qui connaît la construction depuis 30 ans, qui est à la retraite, parce que ça peut être des juges honoraires à fonction juridictionnelle ou des MTT, il peut y avoir la confiance des avocats parce que le juge en question a une expérience, etc. Donc voilà, peut-être que j'ai dû excéder mes 10 minutes, j'imagine. Donc légèrement. Monsieur le Premier vice-président, qu'est-ce que vous pensez de la césure? La césure, d'abord, elle se pratique à Paris de manière… Alors moi, je l'ai pratiquée comme M. Jourdain, par exemple, dans une affaire de servitude de mon père de famille. J'avais proposé la médiation. C'était en cause d'appel. Les avocats n'en ont pas voulu parce qu'ils voulaient absolument qu'on regarde tous les vieux papiers, parchemins, titres de propriété pour savoir s'il y avait une servitude ou pas. Ce que je peux comprendre. Hein. Donc, c'est le travail du juge. Donc, on a regardé dans tous les vieux papiers les actes de propriété, les donations, les cadastres, etc. Et on a fini par dire, oui, il y a bien une servitude de mon père de famille, le passage de mon père de famille. Mais là, le dossier était moyennement ficelé. Il manquait les éléments pour déterminer l'assiette de la servitude. Je réouvre les débats et je me dis, tiens, après tout, ça ne mange pas de pain. Souvent, je dis à mes collègues qui hésitent à proposer la médiation, ça marche ou ça ne marche pas. Ça vaut souvent le coup de tenter la chose. Donc, je repropose la médiation. Je n'y croyais pas du tout. Là, les avocats qui connaissaient bien l'affaire ont dit oui. Et ils ont trouvé un accord. Ils n'étaient pas d'accord pour dire s'il y avait servitude de passage ou pas, mais par contre, pour déterminer l'assiette, vu qu'ils allaient vivre à côté, c'était à la campagne, ils ont été d'accord pour déterminer ensemble l'assiette de la servitude. Donc ça, c'est un cas parmi d'autres, mais je pense qu'effectivement, parfois, il peut y avoir un point de droit où on veut absolument, on n'est pas du tout d'accord, on veut que le juge statue. Alors, je pense à tout ce qui peut être responsabilité et ensuite dommages et intérêts. Alors, ça se passe moi, je ne connais pas trop ce contentieux, mais en brevet marque, ça se fait déjà, ça marche très bien. Alors, je pense que ce serait dans le cas, surtout, on n'a pas encore les éléments suffisants pour établir les préjudices. Si on a déjà l'expertise in futurum, par exemple, avant, là, je ne vois pas trop l'intérêt, mais après tout. Mais bon, par contre, quand on n'a pas les éléments et qu'on demande une expertise, ça évitera déjà le coût de l'expertise. Donc, moi, je suis très favorable. Alors, après, ce sera l'expérience. Il y a une juge québécoise pour laquelle j'ai beaucoup de respect, qui n'est plus juge, mais qui est venue au dernier Conseil national de la médiation, Mme Kovacic, à qui on posait cette question. On lui disait comment ça pourrait marcher, puisqu'au Québec, ça existe, beaucoup de choses. Elle dit c'est quand même de manière empirique. C'est au cours de l'expérience qu'on verra. D'abord, est-ce que les avocats vont demander de l'ARA? Moi, c'est la première question que je me pose. Est-ce que, parce que j'ai prévu des audiences en ce qui me concerne, est-ce que je vais avoir des demandes d'avocats, d'ARA? Pour l'instant, il n'y en a pas.
Mais voilà, c'est est-ce que les avocats vont s'emparer de ce mode amiable? Dans quel cas et pour quelles raisons? Donc, je pense qu'il faudrait d'ailleurs faire peut-être un groupe de travail commun, avocats, magistrats, médiateurs, au tout début, non pas médiateurs puisqu'ils ne sont pas dans la cause, pour savoir un petit peu les problématiques, les intérêts, etc. Donc, je pense que là, on va être un petit peu dans l'expérimentation. Et il faudrait l'accompagner. Je pense qu'il faudrait un dispositif commun avocat-magistrat pour qu'on nous dise, pour qu'on sache un petit peu dans quel cas ça s'y prête, dans quel cas ça s'y prête pas. Mais bon, moi, je suis très favorable à ces deux mécanismes, mais ce n'est pas non plus la panacée, ce n'est pas ça qui va nous sortir de l'ornière. Les modes amiables, ce n'est pas pour désengorger les juridictions. Les modes amiables, c'est du plus. C'est une chance supplémentaire de régler son litige. Ça doit être fait de manière très réfléchie, mais il faut quand même s'y mettre, parce qu'il y en a encore beaucoup qui n'ont pas envie de s'y mettre. Et je pense que c'est une erreur, parce que si le juge et l'avocat ne s'y mettent pas, ça se fait arrêter. On dénombrerait plus de 100 000 médiateurs en France, donc ça se fera sans nous. Et nous sommes, moi je suis quand même le gardien des libertés individuelles et le garant de leur public. Et l'avocat, sa grande spécificité, c'est sa déontologie. Donc aussi, lui, il peut veiller au grain sur certaines choses. Si ça se passe sans nous, alors là, ce sera une vraie privatisation de la justice et avec des risques de débordement. Pourquoi pas? Alors je me rappelle qu'il y a eu des débats en Angleterre ou à Toronto où c'était, on peut faire un peu n'importe quoi en médiation, ne pas appliquer les règles d'ordre public, une communautarisation de la justice. Ça peut arriver si les juges et les avocats ne s'y mettent pas, puisque c'est une demande de concitoyens. Donc moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est ensemble, nous, magistrats, avocats, médiateurs, il faudrait que dans chaque cour d'appel, il y ait une unité des modes amiables de résolution des différends, où tous ensemble, on fasse un bilan. C'est ce qu'on fait, nous, quand on fait les ambassadeurs de l'amiable. J'étais à Dijon il n'y a pas longtemps. C'était très intéressant d'entendre tous les acteurs qui, parfois, ne se connaissaient même pas. Donc, ce qui manque, c'est quand même le dialogue. Ce qui manque entre juges, avocats, greffiers, qu'on oublie souvent. Je suis ravi de voir qu'aux futures assises, avocat, magistrat de Paris, le greffe est bien associé. Il faut un peu plus de dialogue entre nous pour éviter de se jeter les anathèmes. C'est la faute du juge, c'est la faute de l'avocat. Tout ça ne sert à rien et ni à personne, et en tout cas pas aux justiciables. Merci, monsieur le Premier vice-président. On le répète souvent, mais c'est essentiel pour aller plus loin. Allons-y ensemble. Et magistrats, avocats, je pense que dans l'intérêt du justiciable et de la justice, nous devons travailler de concert pour construire quelque chose d'efficace, faute pour les textes de nous les donner et nous les procurer. Chère Élodie, on a des nouveaux process judiciaires, processuels. Est-ce que ils vont concerner le contentieux du droit de la famille? Et si oui, quel va être l'impact et quel est l'impact dans cette matière qui est aussi très technique et pour laquelle on a vraiment besoin d'avoir un éclairage parce qu'il va falloir s'adapter encore une fois rapidement. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Ravie d'être présente et entourée de deux présidents. Je mesure ma chance. Alors, avant de répondre à tes questions, j'ai fait un constat, j'ai fait un inventaire de mes dossiers et je me suis aperçue, et je suis la première étonnée, que 75% de mes dossiers, toute nature, tout litige confondu en droit de la famille, se réglaient à l'amiable. Alors, je suis considérée comme faisant beaucoup de contentieux et que comme si ça devenait un peu la honte de saisir le tribunal pour voir trancher un litige. Donc sur ces 75%, soit parce que dès le premier rendez-vous, c'est la volonté des parties, ils veulent absolument trouver un accord, soit à force de discussion, en utilisant les outils qui sont mis à notre disposition, je pense au processus collaboratif, je pense évidemment à la médiation, on y parvient. Et donc, on a ces 25% de dossiers qui restent, sur lesquels on me dit tu encombres les tribunaux, tu engorges les juridictions, ça ne va pas, il faut trouver des solutions. Donc ça, c'est vraiment le postulat de départ à chaque fois. Et je pense qu'au-delà du droit de la famille, c'est dans tous les litiges de toute nature. Dès qu'on peut trouver un accord, on le trouve et on évite de passer par la case tribunal. Donc si on est devant le tribunal, c'est que nous n'y sommes pas parvenus. Donc sur ça correspond en tout cas pour mon cabinet à 25% de mes dossiers. C'est le premier point. Vous parlez à monsieur le vice-président du rôle conciliateur du juge. En divorce, il y a une réforme. La réforme, elle est entrée en vigueur en 2021. Avant cette réforme, on saisissait le juge aux affaires familiales qualité de juge conciliateur d'une requête au terme de laquelle on formait des demandes et des demandes de mesures provisoires. On était convoqué à une audience dite de
tentative de conciliation. C'est dire à quel point il y avait une volonté, en tout cas du législateur à ce moment-là, d'aller même au-delà de l'ARA, c'est-à-dire que les parties étaient convoquées individuellement dans le bureau du juge sans hors présence des avocats. On rentrait ensuite, on plaidait le dossier et une ordonnance de non-conciliation était alors rendue et puis on pouvait assigner en divorce. Aujourd'hui, on nous a supprimé ça et on vient nous dire que le rôle conciliateur du juge, il est fondamental et doit reprendre toute sa place. Donc moi, en divorce, en tout cas, je peux que me poser de sérieuses questions sur l'ARA et sur la césure, mais en tout cas, bon, pourquoi pas. En tout cas, sur cette réforme de 2021, on voit maintenant que c'est une assignation en divorce et on nous a dit les objectifs, c'est la célérité et l'efficacité. On est à 3 ans de cette mise en œuvre de la réforme, c'est une catastrophe judiciaire nationale. Les dates sont données au compte-gouttes, on attend 10 mois pour avoir une date d'audience, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe pendant cette année? Il se passe des conflits entre ces ex-époux sur la garde des enfants, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y en a un qui va prétexter un rendez-vous chez le médecin pour aller chercher l'enfant plus tôt, son enfant ou ses enfants plus tôt, parce qu'il sait que c'était l'autre parent qui devait aller le chercher à la sortie d'école. La police ne peut pas intervenir, donc ça génère un contentieux supplémentaire. Ça peut même aller jusqu'à l'ordonnance de protection. Donc ça vient encore plus engorger les tribunaux. Donc on a cette procédure. On nous a dit, on supprime le rôle conciliateur du juge, puisque c'est le juge de la mise en état, qualité de juge des affaires familiales, qui est saisi lors de cette première audience, à laquelle les parties ne sont même plus obligées de venir. Et on attend 1 an pour avoir une date d'audience. Donc l'objectif n'est absolument pas atteint en droit de la famille. Aujourd'hui, on nous dit, l'ARA, la césure, c'est génial, politique de l'amiable. Encore une fois, mon postulat de départ, 75% de mes dossiers sont réglés à l'amiable, donc je suis pour l'amiable. Mais l'ARA, on me dit quoi? Ça va, le champ d'application de l'ARA, ce sont les procédures écrites avec représentation obligatoire. Existe donc tout le contentieux de masse de ces procédures orales, de ces couples non mariés qui peuvent donc saisir le juge sans avocat, concernant l'organisation de la vie des enfants et la participation financière, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Donc on est, quoi qu'il arrive, on est encore, nous, en droit de la famille, le parent pauvre de cette réforme, très nettement. On nous dit quoi? Oui, mais vous avez la tentative préalable de médiation obligatoire. Alors là-dessus, gros sujet aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu des tribunaux pilotes, dont le tribunal judiciaire d'Évry, que je connais très bien, et donc, il faut toujours tenter. Donc, c'est des gens qu'on n'a pas réussi à concilier avant. On leur dit, on va saisir le tribunal, et là, on nous dit, il faut absolument qu'ils aillent voir un médiateur, et ce sont des gens qui, forcément, n'ont pas les moyens, et donc, ils vont vers des associations, sauf que les associations sont dépassées par les événements, ne proposent de rendez-vous qu'à 6 mois. Sauf qu'on ne peut pas déposer la requête, attendre nos délais de 10 mois et pendant ce délai de 10 mois faire la tentative de médiation. Il faut la faire en amont. Donc, on est sur un délai d'1 an et demi sans solution pour ces enfants et pour ces familles qui se déchirent justement la garde de l'enfant et où parfois il y a des étranglements financiers avec l'un qui coupe tout le financier à l'autre. Donc, en tout cas, l'ARA ne réglera pas ce problème-là puisqu'elle n'est pas concernée donc, par toutes ces procédures orales. Il nous reste les liquidations de régimes matrimoniaux, il nous reste les sorties d'indivision, il nous reste les successions, où là, l'ARA pourrait s'appliquer. Et là encore, on a un article qui s'applique, 1360 du Code de procédure civile, qui nous dit, attention, avant de saisir le tribunal pour ce type de litige, vous devez, à peine d'irrecevabilité, avoir démontré, avoir accompli un certain nombre de diligences en vue de parvenir à un partage amiable. C'est dire qu'on est de toute façon les parties pour les liquidations de régimes matrimoniaux, les sorties d'indivision et les successions sont obligées de se rencontrer. Elles sont obligées de faire des estimations immobilières parce que souvent il y a des biens immobiliers en jeu. Elles sont obligées, et là j'ouvre une parenthèse, mais je vous rejoins aussi, monsieur le vice-président, en ce sens que à quand un guide de bonne pratique
harmonisé au plan national. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir une irrecevabilité parce qu'on ne connaissait pas les bonnes pratiques de ce tribunal-là. Mais plus ça va, plus il faut aller chez le notaire et qu'il dresse un projet d'état liquidatif pour pouvoir saisir le tribunal. Et à tous ces justiciables-là qui ont passé un temps infini, ils n'y sont pas arrivés, on va leur dire vous allez retourner en audience de règlement amiable. Et là, moi, j'ai des questions, c'est-à-dire que je suis pour tout ça, mais combien de temps ça va durer? Quand on veut faire une audience de règlement amiable, on le voit au Canada, c'est au minimum une demi-journée, c'est 2 jours. Qui va prendre vous ne pourrez pas, monsieur le vice-président, porter sur vos épaules toute la charge de l'ARA. Et est-ce que vous allez avoir des magistrats, des collègues à vous qui vont vouloir dédier une partie de leur activité? On voit de l'autre côté que, avec l'augmentation du budget, les 11 milliards qui sont prévus en 2027 et l'augmentation à hauteur de 1500 magistrats, est-ce que ces magistrats-là, ils sont là pour régler déjà le déficit judiciaire, si je puis m'exprimer ainsi, ou est-ce qu'ils vont être dédiés à l'ARA? Moi, je pense qu'ils sont là pour combler le manque de moyens, le manque de moyens humains et matériels. Donc, concrètement, moi, je suis pour, mais je suis assez sceptique au regard de tout ce que je viens de vous dire et au regard des promesses, notamment avec la réforme de la procédure de divorce de 2021, promesses qui n'ont manifestement pas été tenues. Merci Élodie. Moi, ce que je constate au regard de ce que nous nous sommes dit, des échanges, de notre expérience, c'est que le budget, c'est bien, mais comme vous le disiez, monsieur le Premier vice-président, sans une refonte totale de l'organisation judiciaire, nous n'y parviendrons pas. Cette refonte est essentielle. Des affectations pour les magistrats à des postes qui sont de leurs compétences techniques. On entend trop souvent des magistrats qui ont siégé au pénal se retrouver conseillers de la mise en état en cour d'appel en procédure civile. C'est catastrophique. Donc, c'est pareil pour l'amiable. Ça va être pareil pour l'ARA, dont la technicité, contrairement à ce qu'on croit, est haute, où il faut une psychologie importante et une formation dédiée. Et pareil pour la césure, qui n'est pas sans poser quand même des difficultés techniques processuelles, même si elle s'est pratiquée dans les juridictions, notamment dans la 3e à Paris, en matière de pays. On a quand même des principes qui s'appliquent et qui n'ont pas été vraiment traités à côté, le principe du dispositif en procédure civile. Une exception à l'exécution provisoire de plein droit, puisque là, les décisions, le nouveau jugement partiel qui va être aux côtés des jugements mixtes, n'aura pas une exécution provisoire de droit, il ne faudra pas oublier de la demander pour qu'elle le soit. Et ensuite, vous avez une procédure d'appel, article 905, donc assez rapide, entre guillemets, mais avec toutes les contraintes qu'on lui connaît. Et c'est uniquement une fois que toute cette procédure sera purgée qu'on pourra éventuellement envisager les aspects indemnitaires ou autres. Et puis, par ailleurs, dans cette césure, on ne vous dit pas qu'elle peut avoir lieu qu'une seule fois. Il pourrait y avoir plusieurs césures. C'est-à-dire qu'on sort d'une césure pour cerner un nouveau problème dont on demanderait encore une clôture partielle avant d'arriver à la fin, etc., etc. Je pense que, alors, le projet n'est pas abouti, mais ce n'est pas un reproche, ça se travaille. Mais il aurait été préférable, comme pour les autres textes qu'on a eus, que ces textes soient publiés une fois un travail complètement effectué et achevé. Et pour cela, il faut des études, il faut vraiment une concertation avec les professionnels, et là surtout les magistrats, parce que ce sont eux qui vont être concernés puisqu'ils seront sur le terrain. Et je pense que là encore, comme en 2019, sur des principes très louables, des volontés très louables de réforme, pour que nous aboutissions à des techniques positives, eh bien, là encore, il y a beaucoup de travail, mais il aurait été préférable que ce travail se fasse avant que le texte ne soit publié. En tout cas, c'est mon opinion. Et à la CE, nous avons déjà communiqué de nombreuses fois sur nos propositions. Là, je ne parle pas des marges ni de ces 2 nouveautés processuelles, mais sur le reste qui est extrêmement important, dont on ne parle malheureusement pas. Je pense à la mise en état. C'est essentiel dans un procès. Si on veut arrêter les audiences fleuves dont on se plaint de part et d'autre, il y a un vrai travail à fournir, et pareil en matière d'appel.
Écoutez, nous arrivons au terme de ce webinaire. Monsieur le Premier Vice-président, je vous remercie infiniment pour la richesse de vos propos, parce que c'est toujours extrêmement important d'avoir la vision, l'expérience de hauts magistrats comme vous. Vous avez pratiqué dans plusieurs fonctions, à plusieurs postes, c'est essentiel. Merci Élodie, parce que le droit de la famille, voyons, on se disait, va être impacté, mais comment? Est-ce que finalement ça a été positif? On se rend compte qu'en réalité, c'est le parent pauvre de toutes ces réformes processuelles. Donc, plutôt que de se plaindre, de toute façon, on n'a pas le choix, il va falloir qu'on travaille ensemble. Donc, ça va être le mot de ma conclusion. Travaillons ensemble, et si nous n'avons pas les bons textes, nous y parviendrons par une pratique, une bonne intelligence et surtout de la compétence. N'oublions pas de nous former, c'est crucial, c'est crucial. Chers confrères, chères consoeurs, chers confrères, je vous remercie pour tout. Peut-être qu'on a aussi des magistrats, mesdames et messieurs les magistrats qui assistaient à ce webinaire. Je vous souhaite un excellent après-midi. Je crois que pour bon nombre d'entre nous, nous allons nous retrouver à la grande rentrée des avocats parisiens. À tout à l'heure au Châtelet. Merci, merci, Monsieur le Président.